Bienvenue à toutes et à tous à l'École des Chartes. Je vais bien entendu laisser et sans tarder la parole à ma collègue et très chère amie Frédéric Lachaud, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, afin de vous présenter elle-même Madame Maria Kuskowski, qui est assistant professeur en histoire à l'Université de Pennsylvanie, qui est ce soir notre invité à distance, mais notre invité tout de même, et ce dont nous sommes particulièrement heureux, je voulais le rappeler, le souligner fortement. Je voulais aussi rappeler avec l'accord bienveillant de Madame Boubenicek, la directrice de l'École des Chartes, nous avons pu rééditer donc la coproduction que nous avions inaugurée, Frédéric Lachaud et moi, déjà un certain temps, en 2017 et en 2018, autour de problématiques qui relèvent pour partie de l'histoire du droit médiéval, et cela de la part particulièrement grâce à l'entreprise de Frédéric, de collègues anglo-saxons. Droit et politique, avec successivement, puis-je le rappeler, l'intervention de notre collègue de Cambridge, professeur invité alors par l'École des Chartes, Magnus Ryan, qui nous avait éclairé sur la nature de l'État médiéval européen. Nous avons aussi accueilli Alice Taylor, professeur King's College de Londres, qui nous a fait réfléchir sur le cas de l'Écosse médiévale, et peu après, concernant le droit de la famille médiévale, avec la délicate frontière entre légitimité et illégitimité, nous avons salué l'apparition du dernier livre de Sarah McDougall, professeure à l'Université de New York, sur les bâtards royaux. Et ce soir, c'est autour également de l'apparition de son dernier ouvrage, de son dernier, et à nos yeux, et je pense que vous allez le comprendre, au vôtre aussi très important ouvrage, que nous accueillons, et avec plaisir encore une fois, un plaisir renouvelé, Maria Kuskowski, dont je laisse à Frédéric Lachaud le soin de vous la présenter. Voilà, merci beaucoup, cher Patrick, cher Ada. Nous sommes ravis et très fiers de t'avoir, et en plus d'avoir la primeur, je crois, en France, de la présentation de ton beau et important livre. Donc, juste un petit mot pour vous rappeler que Ada Kuskowski donc, a fait ses études à Montréal, à l'université McGill, et elle va nous parler en français, elle est parfaitement bilingue. Donc, elle a fait une licence en humanité, mais également une licence en droit, Common Law et Civil Law. Et ensuite, elle a fait donc sa thèse à Cornell University en histoire médiévale. Donc, elle est en effet aujourd'hui professeure à l'université de Pennsylvanie. Elle a écrit de nombreux articles vraiment importants sur l'accès à la justice des pauvres, sur la question de la traduction de Justinien en français, bon, toute une série d'aspects qui prennent en considération également la question de la langue. Et elle a publié, et 2023, donc vraiment nous avons la primeur de l'ouvrage, cet ouvrage qui trône aujourd'hui. Alors, malheureusement, ce n'est pas mon exemplaire, on me l'a prêté, mais l'ouvrage est également disponible sur Cambridge Core. Donc on peut télécharger les articles, enfin, les différents chapitres et les lire. Et c'est un ouvrage qui, alors moi je ne suis pas du tout spécialiste d'histoire du droit, je m'y intéresse un petit peu de manière indirecte, mais vraiment, pour moi c'est un ouvrage majeur, enfin, qui va ouvrir beaucoup de pistes, et qui notamment, je ne veux pas gâcher, divulgacher comme on dit aujourd'hui, la conférence qui va suivre, mais qui est vraiment important sur l'idée de, est-ce qu'on peut parler d'une common law française, ça c'est vraiment un thème tout à fait majeur. Et Ada donc prépare également en ce moment, c'est son nouveau projet, donc un ouvrage sur la préhistoire du droit colonial au Moyen-Âge, qu'il a aussi, va, à mon avis, introduire des thématiques vraiment nouvelle. Voilà, donc je la remercie à nouveau d'avoir accepté de nous faire la primeur donc de sa présentation, et sans plus attendre, donc je vais lui laisser la parole. Et Ada, je crois que tu peux mettre le diaporama. Merci beaucoup pour ces introductions généreuses. Je veux dire que je suis pas complètement bilingue, mais je suis assez bilingue pour essayer de vous parler en français ce soir.
Tout d'abord, je veux remercier Frédéric Lachaud, Patrick Arabir et Michel Bubenicek pour leur invitation, ainsi que tous les membres de l'audience aujourd'hui venus assister à ma présentation. Vers 1253, dans la préface de son coutumier, connu sous le nom de Conseil à un ami, Pierre de Fontaine écrivait: « Personne avant moi n'avait entrepris cette chose pour que j'aie un modèle. » Pierre nous rappelle qu'il n'était pas si facile d'écrire un coutumier. Il n'était pas, en fait, le premier auteur à entreprendre un tel projet, contrairement à ce que son commentaire suggère. Des textes de nature comparable existaient et étaient en cours de rédaction en Europe à cette période. Pierre prenait part à un large mouvement qui avait commencé au XIIe siècle et dans lequel pratiques coutumières et idées de droit et de loi étaient rassemblées et élaborées en ensemble de règles écrites. Ce que Pierre nous signifiait était qu'il n'était pas évident de décider comment écrire ou décrire le droit coutumier. Il n'y avait pas de claire méthode et il fallait l'inventer. Pierre excusez-moi, je suis un peu malade en fait. Pierre rédigea son coutumier à la demande d'un ami anonyme que certaines traditions identifient comme étant Louis IX, mais pas correctement dans mon point de vue. Et peut-être cet ami était moins une véritable personne et plus un trope. Cet ami voulait que son fils puisse étudier les lois, les coutumes et les pratiques des cours séculières du Vermandois. Le jeune homme devait un jour succéder à son père, gouverner ses terres selon les droits et les coutumes, rendre justice, se représenter en cour et conseiller ses amis. Ces matières ensemble constituent les types de connaissances nécessaires à la compréhension de la culture des cours séculières et comment les bien naviguer. Mais il n'y avait pas de moyen simple de les apprendre. Il existait bien des manuels de procédure pour les cours ecclésiastiques, rédigés avant, même au XIIe siècle, des manuels qui venaient complémenter un riche corpus juridique du droit de l'Église. Aucun moyen n'existait pour le fils de l'ami de Pierre d'étudier les cours laïques, à part de venir à cour et à assister à des procès, observer, tâcher de retenir le plus d'informations possible. Il pourrait apprendre de son père, demander le conseil d'amis et d'administrateurs. Il pourrait se familiariser avec les documents de famille qui affirmaient leurs droits et enregistraient les transactions. C'est pour ça que, dans les mots de Pierre, de nombreuses fois, l'ami avait supplié Pierre de rédiger un traité qui pourrait permettre son fils à devenir un acteur en droit. Pierre de Fontaine était natif du Vermandois. Il possédait des terres et arbitrait des conflits dans la région. Il avait un peu travaillé dans la cour de Marot d'Artois. Il est devenu bailli en Vermandois en 1253, un office qu'il tient pas du tout longtemps puisqu'il fut appointé au Parlement de Paris. On ne peut rien affirmer avec certaineté sur sa formation universitaire, mais son conseil prenait la forme d'un dialogue scolastique et sa source textuelle principale était le Code justinien, duquel il citait des longs passages, les attribuant aux empereurs, mais sans donner référence pour renvoyer les lecteurs ou auditeurs au texte original. Malgré sa connaissance de la pratique juridique du droit romain, la tâche à laquelle Pierre allait s'atteler ne lui était quand même pas familière. Comment exactement devrait-il composer une œuvre sur un sujet sans modèle, sans un genre auquel se référer pour savoir comment construire un conte cohérent sur le droit coutumier? Sans exemple, Pierre devait faire des choix parmi ses myriades observations et expériences venant de la pratique, parmi les idées abstraites et substantives tirées de ses études, ses opinions, les mémoires et les opinions des autres,
Et, source choisie, au-delà, il devait décider comment composer son texte. Ajoutons à ces enjeux le fait que Pierre élargissait l'accès au droit comme forme d'étude à une nouvelle audience, les laïcs, comme Lamier, son fils. Alors il a décidé de composer son conseil pas en latin, mais en vernaculaire. À la différence du clergé et des universitaires qui passaient des années en études latines, Pierre remarquait que les laïcs ne pouvaient pas passer autant de temps à étudier ces choses. Il adressait son texte à ceux qui souhaitaient apprendre à administrer la justice et à tenir les terres. Alors, il annonce dans sa préface qu'il fit le choix d'éviter des mots difficiles, obscurs et longs, et d'écrire son texte avec brevité, simplicité et clarté. Dans cette présentation, je vais parler de mon livre récent qui examine comment Pierre et d'autres auteurs du nord de la France ont, au XIIIe siècle, composé des coutumiers, des textes qui ont fait du droit coutumier un nouveau champ de savoir. Le terme de droit coutumier se réfère généralement à un type de droit qui émane de la pratique communautaire. Les coutumes qui concernent les règles de propriété, de succession, de procédure et autres ont certainement émergé d'une pratique qui était pas complètement, mais largement orale. Mais les auteurs des coutumiers, nommés et anonymes, ont proposé quelque chose de nouveau et de différent lorsqu'ils ont agencé le droit coutumier dans un nouveau genre écrit explicatif. La période classique des coutumiers s'étend normalement du XIIe siècle, quand ce type de livre de loi émerge, au XVe siècle, quand le roi de France exigea pour la première fois, mais pas pour la dernière, que toutes les régions du royaume composent une version officielle de leurs coutumes. L'historiographie concernant les coutumiers est extrêmement riche, mais il manque une vue plus large. Les coutumiers sont présents dans les histoires générales du droit français, les histoires de la coutume et coutumier en Europe généralement, les fameuses typologies de Gillison et Van Divo, ainsi que dans des grandes multitudes d'articles. Mais aucune grande étude approfondie a été dédiée aux coutumiers français, ni plus spécifiquement ceux du nord de la France. Il existe un grand nombre d'approches aussi historiographiques aux coutumiers. Elles vont de la notion de Michael Clancy, de From Memory to Written Record, de la mémoire à l'écriture, où la culture orale est associée avec la créativité et le dynamisme, et où l'écrit est associé avec la rigidité, le texte écrit créant un manque de liberté et des contraintes fixes. De l'autre côté se situe l'allemand Karl Kroscher, qui perçoit dans le terme même de coutume les catégories romaines opposées de lex et consuetudo, loi et coutume, et donc une élaboration travaillant dans un cadre de droit romain. Et plus récemment, Robert Jacob avait demandé les coutumiers du XIIIe siècle ont-ils connu la coutume? Et avançait que la notion de droit coutumier au Moyen Âge central ne peut se comprendre sans référence au droit savant, où elle trouve sa vraie source. Généralement, les historiens mettent l'emphase sur le fait que les coutumiers résultent d'une cristallisation ou d'une mise en écrit, les deux notions impersonnelles sans auteur individuel. Il souligne la dimension régionale, privée, non officielle des coutumiers médiévaux, ainsi que leur relation avec le jus commune, notamment le droit romain et dans une moindre mesure le droit canon, et finalement ce que ces textes disent sur le pouvoir royal. Ces éléments, quoique corrects, suggèrent que les rédacteurs des coutumes étaient des simples scribes qui copiaient un corpus de lois bien connu sous forme écrite. Il suggère également que les textes produits étaient repliés sur eux-mêmes et d'utilité limitée, et pour finir, que ce qui compte à leur sujet est l'histoire qu'ils racontent sur le sujet du droit ou du roi ou du droit savant.
Mon approche aux coutumiers est un peu différente. Premièrement, je me concentre sur ce que j'appelle les premiers coutumiers. Vous voyez la liste ici. Les coutumiers les plus tôt du nord de la France, généralement rédigés du milieu du XIIIe siècle aux premières années du XIVe. Normalement, les coutumiers non officiels, tout se rédigé avant le milieu du XVe siècle et avant le passage aux versions officielles, tendent à être considérés comme un ensemble de même facture. Mais conceptualiser la rédaction de son coutumier au milieu du XIIIe siècle avait une signification bien différente pour Pierre de Fontaine, qui travaillait sans modèle, et pour Jean Boutillier, qui écrivait son coutumier nommé Somme rurale à la fin du XIVe siècle, à peu près 140 ans plus tard. Boutillier pouvait s'arrimer de prototypes antérieurs. Et aussi, le livre de Justice et de Plaie est entre crochets, car ce texte, pour moi, n'est pas vraiment un coutumier, mais une traduction avec des cas de pratique ajoutés. Alors, je le différencie du reste du groupe. Étudier les premiers coutumiers séparément permet de mieux apprécier ce qui les rend innovants et importants. Les premiers coutumiers mettent en lumière l'écriture de la coutume à sa genèse, à l'époque où leurs auteurs ont dû imaginer comment créer des textes originaux qui fournissaient des exposés complets pour les coutumes des cours séculières. Ces auteurs ont conçu leurs textes sans modèle avant qu'une tradition manuscrite ne leur montre comment compléter cette entreprise. Pour ce faire, ils sont entrés dans un engagement dynamique avec une variété de concepts légaux venant de différents milieux et ont développé des approches inventives pour transformer les coutumes indépendantes concernant des sujets spécifiques encore juridiques holistiques. Ce processus témoigne un esprit juridique expansif. Alors, ce focus des premiers coutumiers nous permet de distinguer les étapes de l'évolution du droit coutumier, des premières compositions de la coutume à la tradition manuscrite des coutumiers qui émergent de ces textes dorénavant. Deuxièmement, à travers leur effort, les auteurs des coutumiers ont développé une sorte de droit savant pour les juridictions laïques. Le droit savant, normalement, se réfère au droit romain et au droit canon, les droits d'enseignement universitaire, avec leurs pratiques d'enseignement, d'écriture, de dispute, de questions typiques. Je mets en parallèle les coutumiers avec les livres de droit romain et de droit canon, en les considérant comme une forme de droit savant, mais une forme de droit savant avec un apprentissage qui était complètement différent, puisque les coutumiers concernaient un droit laïque, vernaculaire, et étaient spécifiquement destinés aux gens laids et cours laïques. Le droit vernaculaire des coutumiers a fait du droit coutumier un ensemble de savoirs en tant que tel, avec ses propres traditions écrites, ses modes de pensée, ses pratiques et ses modes de débat. Enfin, troisièmement, il est vrai que les coutumiers dont je parle n'étaient pas officiels, ils étaient des compositions privées, ils n'étaient ni légiférés ni imposés par des souverains. Toutefois, qualifier les coutumiers de documents privés ou non officiels contredit un peu la nature même des cours de justice en France au Nord au XIIIe siècle. Ces dernières s'appuyaient largement sur les coutumes plutôt que la législation. En effet, même si légiférer comme pratique augmentait au XIIIe siècle, la législation n'offre certainement pas une image complète de la culture juridique de la France du Nord. Le caractère obligatoire du droit n'était pas la monopole de l'État au XIIIe siècle, comme le montrent la vigueur et la popularité non seulement des coutumes, mais aussi du droit romain. En d'autres termes, non officiels et influents n'étaient pas des concepts opposés. Si le résultat qu'accomplit Pierre de Fontaine et d'autres auteurs de coutumiers, à savoir compiler et systématiser les coutumes individuelles et disparates en un ensemble cohérent de droits coutumiers,
Si cela nous semble évident, une façon naturelle d'emballer les coutumes et de les présenter comme droit coutumier, c'est précisément parce que Pierre et d'autres auteurs ont créé un type de texte qui est devenu familier et évident aujourd'hui. Pierre nous rappelait dans son préface qu'au début, quand les premiers coutumiers étaient composés, la tâche n'était pas du tout évidente. Alors, cristallisation, identité régionale, nature non officielle, le rayonnement du pouvoir royal, l'influence du droit savant, ce sont toutes des manières importantes dont les coutumiers ont été approchés par la historiographie. Cependant, elle néglecte un aspect important des coutumiers, le fait que leur rédaction n'était pas une transcription de quelque chose d'évident, mais un acte d'invention intentionnel de la part de leur auteur. Leurs actes d'écriture ont permis de transformer physiquement, substantiellement, intellectuellement les coutumes disparates en un ensemble cohérent. Les actes d'écriture de ces auteurs, des auteurs des coutumiers, ont permis de transformer physiquement, substantiellement et intellectuellement des coutumes disparates en ensemble cohérent. Ils ont pris des coutumes et ils ont fait du droit coutumier. Dans ce qui suit, je vais discuter certaines parties de mes recherches qui dérivent de cette approche aux coutumiers. D'abord, je vais parler un peu de leur dimension comme droit vernaculaire, ensuite leur but et leur usage, et enfin, je vais soutenir que ce qui est important des coutumiers n'est pas la liste ou les listes de lois spécifiques, de règles spécifiques, mais que ces traités enseignent comment penser le droit. Alors, commençons avec le développement du vernaculaire comme langue écrite du droit. Quand les premiers coutumiers étaient composés, le vernaculaire était déjà utilisé dans la rédaction de registres administratifs et dans les premières décennies du XIIIe siècle, on voit plusieurs traductions des traités de droit romain et canons en vernaculaire. Ensuite, l'effervescence de la pensée juridique, pas juste dans les universités, mais aussi relatif aux cours de mais aussi au cours de justice ecclésiastique. Les manuels de procédure pour les cours de l'Église et un esprit de compétition vis-à-vis ces cours ont sans doute joué un rôle aussi dans l'émergence des coutumiers. De même, la documentation administrative et la professionnalisation des cours de justice royale, comptable et d'autres ont aussi participé à l'élan. De ces facteurs, j'aimerais discuter un peu plus ici la langue. Puisque tous les textes du corpus des premiers coutumiers ont été écrits en vernaculaire et non en latin, même si le latin était la langue du droit, du pouvoir, de l'autorité et de l'université, et même de l'écrit en général. Les deux qui n'étaient pas en vernaculaire venaient de la Normandie et ont été rapidement traduits en vernaculaire. C'est le très ancien coutumier de Normandie et la Summa de Legibus. Ils ont été traduits non seulement en prose, mais aussi en vers. Et vous voyez la première image à gauche, c'est la Summa en rime. Les auteurs des coutumiers n'ont pas embrassé le rôle idéologique du latin comme langue de l'autorité et la tradition. L'impérialisme culturel du latin a été résumé par le canoniste Guillaume Durand autour de la fin du XIIIe siècle, quand il commentait sur la trinité des langues en lesquelles on vénérait Dieu. Dieu est loué en 3 langues, l'hébreu, qui est par loi la mère de toutes les langues, le grec, qui est l'enseignante, et le latin, qui est l'impératrice, en suivant la seigneurie de l'Empire romain et de la papauté. Ce faisant, les auteurs des coutumiers firent le choix contraire de la langue impératrice. Les auteurs les plus tôt ne précisent pas pourquoi ils choisirent d'écrire dans la langue commune de l'oralité.
Il y avait sans doute quelque chose à propos de ces nouveaux types de textes qui rassemblaient et même expliquaient un type de savoir de manière innovante, que le vernaculaire serait plus à même d'exprimer et de disséminer. Philippe de Beaumanoir, qui écrivait son coutumier en 1284, est le seul auteur qui nous dit ouvertement pourquoi il a choisi le vernaculaire. Pour lui, ce qui différenciait ces deux communautés culturelles n'était pas juste la langue, mais la manière dont les idées étaient exprimées. Pour le citer, les clercs ont une manière à parler moubelle selon le latin, melilé, qui ont à plaider contre eux en courlet, n'entendent pas bien les mots même qu'ils disent en français. Tout soit-il bel et convenable au plaid. Et pour ce, de ce qui est plus souvent dit en la courlet et dont plus grand métier est, nous traiterons en ce chapitre en telle manière que les laits puissent entendre. Beaumanoir était très conscient du rôle joué par la langue en droit et de son évolution en cours. Non seulement le latin créait des limites de compréhension, mais la pratique du droit était aussi en train de changer au-delà de la langue ordinaire. La langue du droit pouvait donc se développer à partir de la pratique aussi du droit séculier. Beaumanoir notamment notait par exemple que les arguments que le défendeur brandissait contre les plaintes et que les arguments que les plaignants utilisaient en réponse, nous les appelons barroyer ou plaider à la barre. Le français créait donc un nouveau langage de droit où des termes spécifiques émergeaient d'actions et de conventions coutumières qui étaient apparus de la pratique. Même si ce jargon était beau et convenable au plaidoyer, il créait des difficultés de compréhension pour les laïcs qui auraient été accrues par des barrières linguistiques. Beaumanoir montre aussi que le vocabulaire juridique est en cours d'élaboration. En effet, Beaumanoir lui-même enseignait ce vocabulaire spécialisé à ses lecteurs. Dans son chapitre sur les plaintes, il mettait en parallèle les équivalences des termes procéduraux en cours laïque et ecclésiastique. Il expliquait par exemple que les demandes sont appelées par les clercs libelles et une demande est la même chose qu'une libelle. Il poursuit les défenses que les clercs appellent exceptions ou la réponse d'une plainte à la défense d'un accusé que les clercs appellent réplication. Beaumanoir enseignait donc à son audience les termes en usage dans la cour ecclésiastique, mais en forme vernacularisée, leur montrait des équivalences dans les termes spécialisés utilisés dans les courlets. En termes pratiques les plus directs, la vernacularisation du droit élargit la place des langues vernaculaires dans le domaine du droit. Le vernaculaire introduisait des nouveaux termes qui venaient de la pratique ou étaient pris du vocabulaire latin du droit savant. Le champ lexical du vernaculaire grandit tandis qu'il se développait un nouveau registre de langue spécifiquement juridique qui avait des points communs avec le langage ordinaire, mais n'était pas nécessairement le même. Le droit vernaculaire dont je parle représente aussi un changement de culture comme de langue. Il recouvrait de divers sujets juridiques qui constituaient la coutume, allant des transactions au plaidoyer, allant des transactions au plaidoyer en cours. Il était écrit avec clarté, brevité, pour aider une audience laïque à réfléchir en termes de catégories de droit et d'argumentation. Il enseignait aux laïcs comment interpréter l'information et la tourner en réflexion juridique articulée. En fait, le droit vernaculaire permit aux laïcs à penser comme des avocats, à comprendre comment penser le droit. Penser la coutume en vernaculaire signifiait bien davantage que de développer un vocabulaire technique ou de remplacer des termes latins en français. Les laïcs qui avaient une longue expérience en cours de justice y gagnèrent de nouveaux moyens pour interagir avec les concepts juridiques, une nouvelle capacité pour former ses idées et de s'y former,
ainsi que des façons pour échanger et les transmettre. Ainsi, grâce aux coutumiers, le droit coutumier se développa au-delà des conflits spécifiques ou de litiges individuels, au-delà des individus et des cours régionales pour devenir une forme de savoir savant, une forme de savoir savant vernaculaire. Alors, quelle était cette forme érudite et vernaculaire de savoir? Si nous remontons dans le temps à partir des coutumes, si nous remontons dans le temps avant les coutumiers, nous voyons une ère de droit coutumier non professionnalisé. On parle de droit, mais ce que ce terme recouvre est large et se distingue pas nettement d'autres formes de moralité ou d'obligation. Les cours n'étaient pas non plus professionnels et la résolution des disputes prenait surtout la forme de négociations visant à trouver la paix, plutôt que le choix d'un vainqueur et d'un perdant s'appuyant sur des règles bien établies. Le terme coutume ou consuetudo apparaît abondamment dans la documentation du XIe et XIIe siècle et un peu avant pour désigner des prélèvements, notamment ceux perçus comme injustes. Les communautés résolvaient les conflits à travers la négociation, la médiation, des querelles politiques ou suivant un sens collectif de ce qui semblait juste. Les documents juridiques produits étaient alors des chartes et des brefs textes qui entérinaient contrats et transactions ou qui garantissaient des droits, en particulier sur les terres. Les notions de droit plus élaborées et nuancées sous-tendent parfois ces documents qui se bornent à indiquer ce qui était convenu ou ce qui s'était passé, mais ces notions de droit ne sont pas généralement exprimées. Au milieu du XIIIe siècle, quand l'auteur du Coutumier d'Anjou et du Maine ou Pierre de Fontaine s'efforce de composer leurs ouvrages, le terme coutume était d'usage courant, mais il était un peu insaisissable. Généralement, il désignait une règle de droit tirée de pratiques collectives. Le terme coutume ou usage se référait aussi aux règles de procédure des cours séculières, locales ou régionales. Et en lien avec ce qui précède, coutume désignait également des normes régulant la seigneurie territoriale et les prélèvements seigneuriaux. Le concept de droit coutumier au XIIIe siècle renvoie aussi au droit en usage et cité dans les cours séculières en opposition aux cours ecclésiastiques, même si celles-ci pouvaient aussi se servir de la coutume. Mais même là, comme l'a écrit Simon Toucher, le droit coutumier est plus aisément décrit ex negativo, comme la totalité des règles qui n'étaient définies ni par le roi romain, ni par le droit canonique, ni par l'application des autorités établies. Alors, si les coutumiers étaient écrits en réponse à une question, cette question devait certainement être: c'est quoi la coutume? Qu'est-ce que la coutume? Cette question était d'actualité au XIIIe siècle, tant au sein de cours séculières que pour les canonistes et romanistes. En réponse, ces derniers, les canonistes et romanistes, tendaient à essayer de définir la coutume et à discuter la nature de sa preuve. Par contre, les auteurs des coutumiers répondaient à cette question en créant de grands corpus de règles qui adressaient une multitude de sujets, de la propriété à la succession, au dot, aux tutelles, des mineurs, aux droits de juridiction, procédures, appels, comment plaider, et chaque coutumier avait une composition un peu différente de sujets. Et de plus, répondre à la question « qu'est-ce que la coutume ?» pouvait se faire de plusieurs manières. Non seulement en choisissant quelle règle coutumière avait valeur de la coutume à tel ou tel endroit, mais aussi bien en décidant
comment les discuter. Chaque auteur a rédigé des textes différents de manière significative, chaque suivant leur propre approche au sujet. Pour exemple, certains préféraient énumérer des règles, d'autres connectaient ces règles à des exemples, des cas, d'autres se référaient au droit romain ou canon, certains rapportaient plusieurs échanges oraux, d'autres discutaient de documents textuels alors que d'autres non, etc. Et dans mon livre, je décris chaque coutumier et leurs sources, manière de présenter, etc. pour ceux qui sont intéressés. Les premiers coutumiers démontrent une expérimentation avec l'écriture de la coutume, l'usage des sources, l'encadrement du texte, les thèmes choisis et la voix de l'auteur. Ils furent écrits au sein d'une brève période de temps, dans des régions proches les unes des autres et dans un contexte politique comparable. Certains auteurs de coutumiers avaient eu accès à des coutumiers antérieurs pour composer leurs propres traités. Et pourtant, les textes furent créés de manière différente. Il y a des similarités entre ces textes, certainement, mais chaque auteur élaborait son texte et la coutume dans son texte dans une manière distincte. Et cela différencie les coutumiers dans le nord de la France des traités de droit latin qui décrivaient les lois et coutumes des cours royales d'Angleterre ou les siete partidas, aussi vernaculaires composés pour Alphonse X de Castille. Plutôt que de proposer un texte unique pour un lieu et un temps donné, les coutumiers du nord de la France livraient une variété d'approches et de perspectives dans les lieux et temps donnés similaires. En raison de cela, il offrait une perspective différente sur le moment formatif où les coutumes ont été façonnées en texte écrit. Il montre que, dans les contextes à peu près similaires et même avec des éléments qui se chevauchent, le droit coutumier pouvait être imaginé en manière différente. Les coutumiers ne peuvent être dissociés des courants intellectuels plus larges. Ainsi, plusieurs citaient le droit romain et le droit canon. Ceci est le plus souvent analysé sous l'angle de l'influence du droit romain et du droit canon, ou pour reprendre Jean-Philippe Lévy, la question est souvent celle de la pénétration du droit romain dans les coutumiers, qu'il s'agisse d'une pénétration superficielle, faite de citations maladroites, comme il disait, faisaient les établissements de Saint-Louis, ou d'une influence substantielle où le droit romain a pénétré l'esprit de l'auteur et est devenu l'artisan inconscient du texte coutumier. Et l'exemple là est Beaumanoir. Il est intéressant de regarder quelques exemples qui complexifient la question du rapport au coutumier, au droit romain. En 1272 ou 13, un compilateur anonyme a pris les coutumes d'Anjou et du Maine, rédigées à peu près 30 ans plus tôt, et les assembla à une ordonnance royale et à un texte des usages d'Orléans, ajoutant plusieurs citations au texte, et le texte produit est celui qu'on appelle maintenant les établissements de Saint-Louis. Alors ici, vous voyez un exemple. Dans les coutumes d'Anjou et du Maine, le droit romain n'est pas cité, mais dans le livre premier des établissements de Saint-Louis, il est cité, mais il n'est pas le seul cité. On trouve aussi des mentions de l'usage d'Orléans, alors le deuxième livre du texte. Et dans le troisième passage, duquel j'ai juste retenu les citations, on peut voir une grande gamme de sources. Il fait référence à un autre passage des établissements, au code, aux usages d'Orléans, au digeste, à la coutume du pays et de la terre, des établissements du roi, de l'usage d'Orléans, Courlet. Alors, le compilateur s'intéressait aux citations, mais pas juste au droit savant, mais aux citations en général.
Alors, on voit les citations au droit romain, canon, coutume, cours laïque, etc. Toutes ces citations ensemble également ajoutaient des justifications et une notion d'autorité au texte. Ce qu'on voit ici est une connaissance du droit savant cité afin de le rendre pertinent pour le droit coutumier. Dans une manière similaire peut-être qu'avait discuté Anders Winroth pour le décret de Gratien. On peut toujours parler d'une histoire de diffusion de pensées savantes, mais de manière différente. Il y a d'autres exemples du droit romain insérés dans les coutumiers en raison de leur valeur et de leur pertinence pour ces textes. Sur la gauche, on voit la Summa de Legibus Normaniae définir la justice comme la vertu opérative de l'homme par laquelle l'homme est réputé d'être juste. Et cette définition renvoie à la description d'Isidore de Séville. Un lecteur postérieur trouva important d'ajouter en marge la définition classique en droit romain de la justice. Justice est le désir constant et perpétuel de donner à chacun son dû. Est-ce une comparaison, une correction? En tout cas, on ne sait pas, mais le texte original n'est pas rayé. Les deux coexistent ensemble. Et maintenant, sur la droite, on peut voir un manuscrit des établissements de Saint-Louis du 14e siècle, et malheureusement, je l'ai juste en noir et blanc. Mais les titres dans ces textes, comme dans beaucoup d'autres, étaient écrits en rouge, mais dans ce manuscrit des établissements de Saint-Louis, les références au droit romain et au droit canon étaient aussi en rouge. Alors, pas dans tous les manuscrits, mais dans celui-ci. Alors, c'était une manière pour les scribes de mettre en exergue l'importance du droit savant. Par comparaison, il faut noter aussi que plusieurs coutumiers ne s'appuyaient aucunement sur le droit savant. Alors, le très ancien coutumier de Normandie, les coutumes d'Anjou et de Maine, l'ancien coutumier de Champagne, et aussi la Summa de Legibus Normaniae démontre un peu plus une influence scolastique et une influence de la culture documentaire que les droits savants, mais ça reste à discuter. De plus, les auteurs des coutumiers s'appuyaient sur le droit savant, n'essayaient pas de le répliquer et n'utilisaient pas les méthodes traditionnelles de cette culture intellectuelle. Classiquement, les gloses et les commentaires sur les textes d'autorité. Alors, aucun coutumier ressemblait à ça. Les coutumiers faisaient partie d'une autre sorte de tradition de commentaires à travers la mouvance de Paul Zumthor et la variance de Bernard Cerquiglini. Les textes changeaient entre les versions manuscrites. Parfois des petits changements, parfois des changements plus importants. En autres mots, le texte de base, disons l'autorité, et le commentaire étaient inséparables dans les coutumiers. Et il faut noter aussi que notre pionnier, Pierre de Fontaine, invitait lui-même ses lecteurs à modifier le texte. Je pense que tout ceci montre que le droit coutumier ne doit pas être en opposition au droit savant, ni vu comme un dérivé médiocre. Plutôt, c'est simplement un droit développé pour une audience et un milieu très différents, les cours laïques, dans la langue vernaculaire. C'est simplement des entreprises très différentes dans la création du savoir juridique. Les coutumiers témoignent l'expansion du droit savant et aussi nous racontent l'histoire de la professionnalisation des cours séculières. Ils sont souvent comparés au droit savant, mais on devrait peut-être plutôt les comparer aux chartes. Avant les coutumiers, les chartes présentaient l'expression principale de la coutume, sans normes précisément articulées.
l'idée de Clanchy de orality au record écrit ne permet pas de bien saisir la transition qui s'opérait alors, puisqu'il y avait des écrits avant des coutumiers, mais ces écrits étaient d'autres types et servaient d'autres buts. Les coutumiers constituaient un nouveau genre d'écrits reflétant une nouvelle manière de penser les coutumes et les usages, pas en termes de transactions individuelles, mais en termes de corpus juridique. Les textes peuvent être regroupés en différentes catégories selon le thème choisi, usage du droit savant ou non, discussion des cas pratiques ou non, exposition du langage du plaidoyer ou non, mention de manière de faire des écrits ou non. Chaque coutumier est un témoin du droit coutumier de la France au nord du XIIIe siècle, dans le sens où les témoins ont une expérience personnelle immédiate d'un événement, et aussi dans le sens où les témoins ont des expériences subjectives et pas nécessairement identiques. De même, chaque copie manuscrite offre une perspective particulière du droit coutumier. En rétrospective, on peut trouver certains manuscrits plus complets que d'autres, mais tous étaient perçus comme ayant la même autorité. Chaque copie d'un même texte, avec ses corrections, additions et éléments supprimés, montre la créativité des auteurs et une pensée en mouvement. Alors que Clanchy associait la créativité intellectuelle avec la coutume orale et la coutume écrite avec la fixité, la tradition manuscrite des coutumiers montre en réalité une créativité intellectuelle et une réflexion continue menée au sein des textes écrits coutumiers. Les coutumiers ont été écrits avant que le texte de loi soit perçu comme étant fixe. Et alors, il nous invite donc à penser comment les écrits ont été assimilés dans une culture juridique principalement orale. Les coutumiers montrent que, entre les moments clés de l'histoire du droit et une transition allant de textes malléables aux multiples versions à un texte unitaire et son contenu fixe. Je pense en fait que nous devrions voir la variance entre les manuscrits pas comme un problème à résoudre, à mettre dans les notes au bas de la page dans les éditions critiques, mais comme une opportunité pour mieux comprendre le droit coutumier, sa mise en écrit et sa forme de pensée. La variance était une pratique qui appartenait pleinement à la manière de concevoir le droit coutumier qu'on voit caractérisé par une créativité continue, une réflexion et des choix. Ici, on voit des coutumiers de date plus tardive du 15e et 16e siècle. Pour donner un exemple, les établissements de Saint-Louis mettent en exemple la grande plasticité du droit coutumier écrit. On a déjà dit que les textes étaient un copieur-collé d'ordonnances royales, de coutumes et un ajout de citations de droit romain et de décrétal de Grégoire IX. De plus, le titre du texte qu'on a, les établissements de Saint-Louis, est une invention ultérieure dans juste 3 manuscrits d'une vingtaine. Auparavant, le texte était décrit comme les usages du prévôt de Paris. Un manuscrit de la fin du XIIIe siècle, début du XIVe siècle, ajouta une prologue au texte, le faisant un corpus de droit attribué à Louis IX et composé en 1270 à la veille de la croisade, un mythe qui resta avec l'histoire des coutumiers jusqu'au XIXe siècle. Les établissements furent donc composés à partir de textes antérieurs, mais les établissements aussi laissaient leurs traces dans les coutumiers de plusieurs régions plus tard, notamment Bretagne, Picardie, Hainaut, Artois. Une version abrégée du texte des établissements apparaîtrait en Champagne, et cette nouvelle version abrégée des coutumes de Touraine, Anjou, Orléans et Citation se présentait maintenant comme les coutumes de France et de Champagne. En d'autres termes, ces coutumes sont régionales, mais leur désignation régionale est amenée à changer dans les copies ultérieures.
Sachant que les coutumiers sont représentatifs d'un régionalisme local, le fait d'en copier une portion d'un coutumier à l'autre dans l'historiographie est désigné souvent comme un plagiat ou un pillage. S'appuyer sur le droit savant est vu comme un recours à l'autorité et une influence qui est perçue comme étant une aspiration à composer quelque chose de meilleur. Mais par contre, reprendre des sections d'un coutumier est vu comme manquant d'inventivité, voire un peu de vol de coutume et d'identité. Après tout, on pourrait dire que les coutumes de chaque région étaient très différentes. Dans un passage bien connu, Beaumanoir affirmait qu'elle variait d'une châtellenie à une autre. Mais juste après, Beaumanoir écrivait, dans un passage un peu moins cité, qu'une fois que les coutumes le lieu étaient connues, il était facile d'apprendre celles d'un celle d'un autre endroit. Une version du 14e siècle des coutumes de Beauvaisis de Beaumanoir, alors composée en 1283, offre un exemple intéressant. Le texte du 14e siècle est une version abrégée du texte original. Le prologue est coupé, le nom de Beaumanoir est enlevé du texte, les passages mentionnant le Beauvaisis ont été retirés et les références au comte de Clermont ont été remplacées par des références au souverain. Cette version abrégée est donc dénuée des informations qui auraient permis l'identification du texte original, de son auteur et de son champ d'application géographique. En d'autres termes, cette version abrégée prit les coutumes de Beauvaisis et de Clermont pour en faire un texte de portée générale sur la gouvernance, sans implantation géographique. On voit bien ici un changement dans la conception de coutumes, passant de lois liées à un territoire à des règles abstraites. Ceci montre aussi à quel point les copistes ultérieurs pouvaient amender les coutumiers, pas seulement avec créativité, mais avec intention délibérée. On pourrait dire que l'auteur du Coutumier d'Artois donne un résumé de cette pratique dans le prologue de son livre, où il écrit qu'il a placé ceux qui ont traité de ce sujet dans le livre, un petit peu de chacun. Ceci est vrai puisque des extraits du Conseil de Pierre de Fontaine et des établissements de Saint-Louis figurent dans le texte, combinés à des études de cas dont l'auteur anonyme avait été témoin. D'ailleurs, l'auteur commence son texte par une réflexion sur sa nature innovante. Il écrit: « Personne avant moi n'avait entrepris cette chose pour que j'aie un exemplaire. » C'est évidemment faux. L'auteur en était conscient puisqu'il copiait ces mots directement de la préface de Pierre de Fontaine et incorporait plusieurs sections du texte de Pierre sans indiquer qu'il s'agissait d'une source. La véracité de l'affirmation, il paraît, importait moins que le fait de composer un traité à partir d'un modèle précédent, de s'inscrire ainsi dans une tradition textuelle et d'appartenir à une communauté de juristes laïcs professionnels. Et finalement, peut-être c'est à ce que Pierre aspirait. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il avait inventé les lecteurs à changer le texte. Mon livre s'achève au début du 14e siècle, car à cette période, la deuxième moitié du règne de Philippe le Bel, la culture juridique changeait rapidement de manière significative. Jean de Joinville saisissait ces changements quand il décrivait comment Louis IX et ses membres de son entourage allaient écouter les plaidoyers de la porte après la messe. Mais Joinville notait que les plaidoyers de la porte s'appelaient désormais des requêtes. Cela montre comment, de son vivant, Joinville avait été témoin de la professionnalisation du droit et d'une terminologie en mouvement de plus en plus spécialisée. Joinville était bien conscient de ces changements
Il soulignait l'évolution de la terminologie, allant d'un terme qui évoquait un lieu, les plaidoyers de la porte, à un terme qui caractérisait l'action juridique qui s'y déroulait, la requête. Au XIVe siècle, un changement s'opéra en raison de plus en plus grand nombre d'hommes de loi formés à l'étude de l'utrumque ius, du ius commune. De plus en plus de concepts latins, de définitions et de modes de commentaires inspirés du droit romain, droit canon, furent incorporés au droit coutumier et sa pratique. Des traités de droit sont composés pour le Parlement de Paris et pour le royaume entier, et le droit romain prenait une place plus en plus grande dans ces textes. Pour exemple, Jean Boutillier, dans la Somme rurale, composé en vers 1393, souligne les tensions grandissantes entre la coutume et le droit romain et le rôle plus important de l'opinion des auteurs. La coutume, pour lui, ne devait pas être tolérée à moins qu'elle s'accorde avec le droit romain. Dans le cas contraire, elle devrait être considérée un ius odiosum, une loi odieuse. Okay. Les coutumes étaient parfois couplées à d'autres textes juridiques écrits en vernaculaire, alors que leur version d'origine pouvait être en latin. Au début du XIVe siècle, un manuscrit contenant les établissements du Saint-Louis incluait aussi un compendium du droit coutumier, une série de maximes juridiques, le coutumier d'Artois, les coutumes de Ponthieu, Vimeux et Amiens. Un autre manuscrit du Conseil de Pierre de Fontaine, rédigé dans les premières décennies du XIVe siècle, celui à la droite, comptait aussi une traduction française du Grand Coutumier de Normandie et une sélection de textes de droit romain traduits en français. Un manuscrit du milieu du XIVe siècle ramassait les établissements de Saint-Louis avec une traduction de l'Ordo de Tancrède en français. Alors, les auteurs des coutumiers... oui, OK. Ça devient un peu long, alors je vais donner ma conclusion. Jacques d'Alberge, auteur du Grand Coutumier de France, résumait ce qui était devenu une norme dans la composition d'un coutumier. Il disait avoir assemblé son œuvre à travers une longue période de temps, à partir de nombreux autres livres et d'opinions de sages patriciens, et à partir de plusieurs autres choses concernant et regardant la nature de cette pratique. Ceci constituait une affirmation des sources et des autorités du droit coutumier. Alors que le ius scriptum du droit savant expériençait des variations textuelles aussi, chose qui pourrait recevoir un peu d'attention, il s'agissait toujours du droit écrit, dont l'origine se trouvait dans les textes d'autorité, des textes qui étaient au cœur de l'organisation des pages, des textes dont la fixité était essentielle, sans quoi les cités n'auraient pas de valeur. Les coutumiers étaient écrits, mais ils se faisaient l'expression d'un ius non scriptum, d'un droit non écrit, car ils n'appartenaient pas à une culture de texte figé. Ce même si Beaumanoir voudrait que ça soit pas le cas. La culture du droit coutumier au XIIIe siècle n'était pas une culture de citation textuelle manifeste ou ouverte. Au XIIIe siècle, les auteurs citaient des coutumes généralement. Ceci vient de la coutume de Champagne. Ceci est une coutume des cours séculières. C'était la coutume qui faisait autorité. Les coutumiers donnaient une manière de les envisager et de les connaître. Les coutumiers ont créé une vague puissante dans l'imaginaire juridique français, si puissante que la coutume devient loi officielle quand les rois de France demandèrent que les coutumiers soient rédigés pour toutes les régions du royaume au XVe et XVIe siècle.
Bien d'autres choses peuvent être dites sur les coutumiers. Euh, j'affiche ici, euh, j'affiche ici la table de matière de mon livre et je suis contente de parler de sujets que j'ai pas eu l'occasion d'explorer. Euh, alors, pour résumer, je crois que fondamentalement, la notion de coutume suggère une volonté de créer de la cohérence à partir de pratiques disparates, de créer des faits juridiques à partir des motifs, en anglais des patterns, d'actions humaines. Les auteurs des coutumiers sont allés au-delà et ont pris des usages pour les placer au sein d'un récit collectif, le récit d'un corps juridique cohérent de lois coutumières. Certainement, le droit coutumier est en partie créé par un agrégat à partir de pratiques populaires qui impliquaient le consensus populi, le consentement du peuple. Mais les coutumiers montrent que le droit coutumier était aussi le produit de la pensée individuelle, de l'innovation et de l'artisanat. En fin de compte, les juristes laïcs ont emprunté, construit et mis en récit et réinventé la coutume dans un ensemble de savoirs connus comme le droit coutumier. Je vous remercie tous pour votre temps et pour votre attention. Je me fais l'intermédiaire de tous pour vous remercier pour la grande qualité, la grande précision de votre conférence et je crois qu'elle nous fait comprendre à quel point l'ouvrage dont vous êtes l'auteur revêt une importance particulière au regard d'une historiographie par ailleurs très chargée, puis accessoirement qui n'est pas accessoire. Je vous félicite et nous vous félicitons tous pour la grande clarté d'expression en français qui est la vôtre et qui nous a permis de parfaitement vous comprendre. Je voulais dire quelques mots d'entrée qui ne sont pas directement des questions, mais aussi peut-être aussi à l'usage du public qui est là ici ce soir. Bon, beaucoup connaîtront très bien ce que je vais dire, mais il faut avoir bien en tête combien l'historiographie de la coutume, de l'histoire de la coutume en France est chargée. Elle l'est depuis le début des années 1990, au sein des historiens français. Mon prédécesseur, Gérard Jourdan-Dengo, avait l'habitude de dire qu'on avait lancé une grande entreprise de démolition, mais que, en effet, il restait à construire, à reconstruire. Et là, je crois que vous... enfin, modestement, je m'en fais l'interprète, mais il me semble que évidemment, vous y contribuez. C'est une historiographie chargée qui n'est pas éteinte. Encore, Jacques Rinen, dans un ouvrage collectif paru en 2017, Les décisionnaires et la coutume, faisait un compte-rendu assez long de toutes les contributions à l'histoire de la coutume depuis 10 ans. Il faut bien aussi avoir en tête, c'est ce que je voulais, combien cette question de tout ce qui touche à la coutume en général, mais évidemment aux coutumiers en particulier, est liée en France à l'idée que très longtemps chez les historiens du droit français, ce que aussi mon prédécesseur Gérard Jourdan-Dengo appelait d'une manière très péjorative l'école consuétudo-nationaliste, à savoir que la coutume a longtemps été pour les historiens du droit la source du droit du royaume et laissait donc dans un flou assez artistique d'une part la question des origines de la coutume et d'autre part la question des influences qu'elle avait pu subir. Alors, bien entendu, le sujet n'est pas celui des origines de la coutume, mais qui en effet a fait beaucoup parler.
surtout Aurore de la coutume, le vide coutumier du XIe siècle, Paul Orliac, André Gouron, etc. Mais dans les dernières années, le débat s'est déplacé surtout sur l'articulation avec les droits savants. Et là, en effet, et vous en avez parfaitement parlé, l'écriture des coutumiers au XIIIe siècle a quelque chose à voir, en effet, avec cette question, dans la mesure où la mise par écrit, déjà, le geste de la mise par écrit a pu être interprété, mais on peut en discuter, comme un acte de réaction, en quelque sorte, vis-à-vis des droits savants, dans la mesure où ce sont des droits écrits. Et d'une certaine manière, les droits sérieux sont des droits écrits, si j'ose dire. Vous rejoignez bien aussi l'idée, je pense aussi, que les coutumiers privés de la France du Nord, donc tels qu'on les a très longtemps décrits dans l'historiographie, ne sont pas nés du sol, mais sont des œuvres, fruits du labeur de juristes, et à quelques égards, en effet, comme des ouvrages, peuvent être considérés comme des ouvrages de doctrine, alors dont l'influence par le droit savant se discute, en effet. J'aurais bien aimé avoir, c'est une question, votre opinion sur le fait que certains suivent, même si c'est de manière cachée, le plan de l'ordo judiciarius, qui est le plan habituel que les juristes affectionnent, et qu'ils affectionneront pendant longtemps. Même les grandes ordonnances du XVIe siècle, il a été démontré... Je pense que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, par exemple, dont l'aspect fourre-tout peut dérouter, est en fait aussi le reflet de la marche du procès civil. Et pour terminer, juste sur c'est juste un balayage historiographique, il est vrai aussi que une pierre importante à laquelle vous faites allusion dans le livre est apportée, doit être apportée, et susceptible d'être apportée par des travaux sur les traductions du droit romain médiéval qui sont contemporaines et qui évidemment posent la question de savoir si les coutumiers les ont connus. Mais, alors, oui, je vous laisse, vous voulez peut-être dire un mot, et ensuite, bien sûr, on se fera alors le relais, Frédéric et moi, des questions de la salle qu'on devra sans doute répéter peut-être pour qu'elles soient pour qu'elles vous soient plus accessibles. On fera le test. Mais je vous en prie, si vous voulez. Merci beaucoup pour ces remarques. Je pourrais passer beaucoup de temps à les discuter, mais oui, je sais que la historiographie est très chargée. J'ai un peu évité de parler du droit commun, de la controverse du droit commun, mais je peux toujours en parler. Et euh, et je J'ai essayé de penser de la coutume dans mon ouvrage, un peu peut-être hors des controverses. Je sais pas si on peut être hors des controverses quand elles sont là, mais pour moi, il est difficile de recouvrir une vraie identité dans des textes comme ça, quand on voit les identités être floues. Et aussi, il est impossible de nier l'importance des droits savants dans l'histoire de la coutume. Mais je pense que l'histoire du droit savant dans la coutume est pas la seule histoire de la coutume. Alors, et c'est comme vous dites, dans l'historiographie, il y a l'idée que le droit sérieux et le droit écrit, c'est probablement la raison que ces coutumiers sont écrits, en fait, parce que le droit sérieux et le droit écrit, mais ça pose des fois des problèmes ça pourrait poser des problèmes pour nos auteurs de coutumiers, mais en fait, il n'y a pas un grand problème comme il y a en Angleterre pour les auteurs de Glanville et Bracton. Eux, ils doivent expliquer dans leur préface pourquoi, juste parce que
ils doivent expliquer pourquoi on peut rédiger une coutume en écrit, pourquoi on peut appeler les coutumes lois même si elles sont pas écrites. Alors, il y a une longue histoire du droit sérieux et sa relation avec les écrits. Je pense définitivement que l'histoire des ordines judiciaris sont à la base, en fait, euh, euh, et que la pratique du droit canonique exprimé dans les ordines est vraiment important pour euh, pour la raison que les coutumiers sont écrits. Et c'est un peu la compétition avec les cours ecclésiastiques et leur processus clair et net qu'on voit dans ces textes. Et intéressamment, dans l'ouvrage de Beaumanoir, les termes qu'il explique sont pas des termes abstraits qu'on trouve dans les textes romains. C'est vraiment des textes de pratique des cours ecclésiastiques qu'il approche qu'il enseigne à ses lecteurs et auditeurs. Et la dernière question que vous avez posée sur les traductions et la ligne entre ce qui est coutumier et ce qui est savant, c'est une question très intéressante et je ne sais pas si je peux la répondre. Peut-être dans l'audience, il y a quelqu'un qui pourrait. Mais pour moi, et la raison que je considère pas le livre de Justice et de Plaie un coutumier, et que comparons Pierre de Fontaine et le livre de Justice et de Plaie, les deux utilisent massivement la traduction en français, mais Pierre essaie de comprendre et résoudre des questions pour les cours laïques. Le livre de Justice et de Plaie, c'est vraiment un livre de droit savant et les cas qui sont insérés dedans sont utilisés pour comprendre le droit savant et l'expliquer avec le monde que les gens connaissent, le monde de pratique. Alors, pour moi, c'est ça la ligne, mais je suis pas comme fixée sur cette ligne. C'est une question importante et pas facile à résoudre. Merci beaucoup pour votre réponse très précise et très argumentée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous veniez de dire précisément en dernier, hein, d'autant que le livre de Justice et de Plaie est un apax. Hein, il n'y a qu'un seul manuscrit connu, à la différence des autres. Par parenthèse, Beaumanoir, qui a été évidemment beaucoup utilisé, n'est pas celui qui a été le plus diffusé. Je pense que la diffusion manuscrite de les établissements de Saint-Louis est la plus importante, ça doit être autour de 24 manuscrits. Beaumanoir bénéficie en effet d'une majoration d'intérêt au regard même de sa diffusion, mais c'est parce que tout bêtement, et ça vous le dites aussi, je crois dans le livre, sa langue est plus claire, la langue est plus facile à comprendre que le Conseil à un ami de Pierre de Fontaine. Ça a beaucoup joué. Alors, dans l'historiographie, là je parle évidemment encore une fois de l'historiographie, ça a beaucoup joué, mais vous avez parfaitement raison, et je trouve que c'était vraiment très pertinent de l'utiliser comme vous l'avez fait dans l'introduction, de montrer combien le propos de Pierre de Fontaine dans le Conseil à un ami est explicite. Mais je ne veux pas monopoliser la parole et désormais la parole est donnée à la salle. On répète. Oui. Alors, je crois si j'ai bien compris la question, donc c'était au sujet du très ancien coutumier de Normandie, c'est ça, qui est diffusé par 7 manuscrits. Et la question, c'était de savoir si la circulation de ces... là, ça va être difficile de ne pas parler du droit commun. Si la circulation de ces On peut en parler. était régionale ou non, c'est ça. Voilà, donc... Oui, c'est ça. C'est la circulation des manuscrits de ces coutumiers pouvait indiquer, révéler en premier lieu une circulation régionale. Locale. Alors, ouais, c'est difficile à répondre parce que historiquement, on a utilisé le dialecte du scribe pour dire d'où venait le manuscrit, mais c'est un peu faux parce que les scribes n'étaient pas nécessairement, écrivaient pas nécessairement dans leur place d'origine.
pour quelqu'un qui était là aussi. Alors, je pense pas que le dialecte est aussi bon guide que qu'on aimerait, que j'aimerais. Alors, l'autre moyen plus sûr pour moi est de voir dans les textes où il copie d'un à un autre. Alors, euh, euh, le coutumier d'Artois utilise le Conseil de Pierre de Fontaine et les établissements de Saint-Louis. C'est des régions pas tellement euh, euh, lointaines, mais quand même, ça devrait être des régions différentes si on pense que le droit coutumier devrait être très différent dans chaque place. Alors, c'est une méthode de tracer, de voir la copie, mais c'est euh, et l'autre est dans les manuscrits quand on voit l'appellation régionale changer. Euh, et ouais. Euh, alors c'est un peu difficile de dire, mais si on regarde les emprunts entre les coutumiers et le changement des désignations régionales, je pense qu'on peut parler d'une vie hors de région de ces textes. Euh, Au moins que les copistes qui prenaient les coutumes de Revermandois et disaient que c'était les coutumes de Champagne pensaient que le lecteur allait pas penser que c'est une idée absolument folle, que la désignation du texte et le texte lui-même peuvent pas être ensemble. J'espère que ça répond à votre question. Mais alors, du coup, bah, je vais mettre les pieds dans le plat, parce que n'étant pas juriste, je peux me permettre. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'un common law français à la fin du XIIIe siècle? On y arrive. Si c'est, moi, j'ai bien aimé la dernière partie du livre. Ça m'a ouvert des horizons. Donc, euh, je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Oui, alors pour moi, alors c'est un mot que utilisent les coutumiers. Beaumanoir l'utilise quelquefois. Euh, et les établissements de Saint-Louis l'utilisent aussi, mais juste dans un manuscrit tardif qui parle du droit commun du royaume. Et je pense que le droit commun est quelque chose qui s'inscrit dans ces textes. Il y a absolument une relation avec le droit romain. Le droit romain différenciait le droit particulier, le droit commun. Euh, la grande question controversée sur ce sujet est si les mentions de droit commun ou jus commune se réfèrent à l'ensemble de droit romain et droit canonique ou à une idée de droit commun français. Pour moi, c'est pas nécessairement français, mais oui, un droit commun qui exclut pas le droit canon et romain, euh, euh, mais qui peut aussi être un droit coutumier. C'est pour moi une notion généralisée. Dans les coutumiers, euh, quand on a des références au droit savant explicitement, ils n'appellent pas les droits savants jus commune, ils les appellent chaque fois droit écrit. Alors, vous ouvrez les établissements de Saint-Louis et on voit plusieurs de ces citations. Comme il est écrit comme il est dans le droit écrit au code, peut-être je peux retrouver euh, comme vous voyez ici en bas, il est écrit au code, selon droit écrit au code. C'est l'expression que les coutumiers, eux, utilisent pour référer au droit romain et droit canon, pas jus commune, pas droit commun. Alors, euh, euh, ouais, alors, alors pour moi, on peut parler de droit commun français, euh, et on a euh, dans les coutumiers, on voit des maximes de droit qui sont courantes.
presque chaque coutumier a une règle que on a 3 continuations dans les courlets. On peut délayer, aller en cours 3 fois, mais après ça, il faut y aller. Alors, c'est des règles qui sont courantes. Alors, il y a un peu il y a des droits qui sont communs. Ça prouve pas que le terme d'art, droit commun, est un droit coutumier. Il y a aussi des règles qui sont différentes dans des différents coutumiers. Euh, mais, euh, mais aussi dans l'utilisation que je parlais juste maintenant des manuscrits de coutumes qui peuvent voyager d'une place à une autre, on voit que les notions de coutume, ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de coutume spécifique de place, mais la coutume comme un savoir pouvait se déplacer. Si je peux dire un mot à ce sujet, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il faut, on peut considérer en effet que cette expression serve à désigner en quelque sorte des droits encore de règles susceptibles de transcender les droits particuliers. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il y a là... il faut pas, en un mot, il ne faut pas entendre cette expression de droit commun du royaume, comme l'entend Bourgeon au XVIIIe siècle, vous avez montré le frontispice de l'ouvrage, comme le droit commun coutumier. Je pense que ça, c'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est un droit... Enfin, si je puis me permettre, mais un droit commun renvoie à des règles susceptibles de transcender les droits particuliers. Et je pense que c'est ainsi que vous l'entendez aussi, si je vous ai bien compris. Là-dessus, un article de Nicolas Barambourg qui est très, très explicite à ce sujet. Ici, oui, Clémentine. Par rapport à... pardon. Je me demandais, quand on compare toute la littérature juridique médiévale coutumière à la littérature juridique qui était donc faite sur le droit savant, donc sur le digeste, vous avez évoqué les traductions, et moi je pensais plutôt aux des coutumes. Et je me demandais si les coutumiers du nord de la France, notamment du XIIIe siècle, est-ce que non seulement leur mise par écrit, certes c'était une action au droit écrit du Sud, mais est-ce que aussi, par exemple, si je prends l'œuvre de Beaumanoir, qui est à la fois une mise en ordre, si je peux dire, des coutumes du Beauvaisis et un commentaire sur les coutumes, est-ce que cette notion parfois incluse dans les coutumiers était aussi une réaction ou pas au droit, le commentaire c'est important. Alors, oui, je vais essayer de la transcrire. Je crois que cette question, en fait, se référait à une expression que j'ai utilisée de la rédaction de coutumier en réaction au droit savant. Et je pense que c'est une mauvaise expression. C'est pour ça que c'est une mauvaise expression. Et de même que, comme vous y avez fait allusion, il faut, à juste titre, il faut éviter, je pense, de poser ces questions en termes conflictuels. Même l'expression que vous avez en effet justement reprise de Jean-Philippe Lévy, la pénétration du droit savant, donne à penser aussi là qu'il y a une agression, et à une agression répond une réaction. Et ça, je crois que c'est en effet un vocabulaire qui rend les choses, qui obscurcit un peu les choses au lieu de les... et donc la question portait en effet sur cet entre-là entre le droit savant et la coutume, et sur le fait, je pense que ce que vous voulez dire, c'est dans quelle mesure cette littérature de coutumier s'apparente à une littérature de commentaires en certaines occasions. Alors, pas en termes de commentaires, en tout cas de droit savant, là c'est certain, c'est pas du tout la manière, et c'est ce que vous soulignez très bien. C'est une autre manière d'exposer le droit coutumier.
Pardon, pouvez-vous répéter la Oui, question? pardon, J'ai pas excusez-moi, trop parce que compris. il y avait J'excuse. une phrase affirmative en même temps qu'une question. Non, je crois que vous dites volontiers combien la manière de voir et de commenter, si on veut, d'exposer le droit coutumier de la part des auteurs coutumiers n'est pas la manière des droits savants. Il y a une volonté Mhm, d'exposition, mais là, pour le coup, qui n'est pas la manière d'exposition du droit savant. Mis à part, encore mhm. une fois, le livre de Justice et de Play qui n'entre pas en considération. Mhm. Oui, alors juste pour montrer ces photos, comme j'avais dit un peu, le si on prend ces images comme la forme classique de commentaires dans les droits savants, hein, avec l'autorité au milieu, le commentaire autour, ou même plus tard, si c'est un texte de prose sans l'autorité au milieu, les citations sont très développées pour que si on lit une summa sur un sujet ou un autre, on aura des citations qui renvoient très bien au texte original et le lecteur est encouragé de renvoyer. Euh, et alors, euh, pour moi, les différences entre les versions manuscrites de chaque coutumier sont une forme de commentaire parce que il change des mots, il additionne des passages, il les enlève et ces choix sont des types de commentaires. Alors ça c'est un point. L'autre point est que il n'y a pas un coutumier qui utilise la même méthode de se référer au droit romain canon entre ceux qui se réfèrent au droit romain canon. Alors, Pierre, pour exemple, prend des longues citations. Il les attribue à Empereur Antoine, probablement antonien, mais il donne aucune citation pour retrouver ce texte dans l'original pour approfondir les connaissances, etc. Les établissements de Saint-Louis, c'est l'inverse. Ils donnent la citation au texte sans du tout utiliser les textes de droit romain dans les citations. Les citations sont le texte des établissements de Saint-Louis est vernaculaire, mais les citations au droit romain canon sont un peu en latin, un peu en vernaculaire. Alors, c'est un peu un mélange. Et puis, après ça, on a le coutumier d'Artois qui utilise Pierre de Fontaine et les établissements de Saint-Louis. Et il prend des parties de ces textes-là et il change pas les méthodes de citation. Alors, il mélange la méthode de Pierre avec les grandes portions de texte, avec la méthode des établissements, avec les citations ayant recours aux textes originaux. Et il n'y a pas de souci qu'il n'y a pas une méthode. Le cas de Beaumanoir peut être le plus intéressant sur ce point parce que Beaumanoir est clairement le plus savant de tous les auteurs des coutumiers. Euh, la forme est vraiment Ordo Judiciarius de son texte, mais il se réfère jamais au droit romain. Il change les mots assez qu'on peut pas trouver des références directes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est un commentaire, mais sur quoi? Et bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut discuter, mais les gens de milieu universitaire, pour eux, les références aux autorités étaient quelque chose de très important. Il est clairement formé dans ce genre de milieu, mais le silence est assourdissant un peu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourquoi? Et pour moi, c'est mon interprétation, c'est simplement sa valorisation des cours séculières et le droit vernaculé est une mission de présenter le droit
à un autre milieu, à une autre audience, mais il y a beaucoup d'autres explications qui pourraient porter sur la question qui est vraiment un des problèmes intéressants des coutumiers, qui probablement sera toujours un problème intéressant des coutumiers. Je souligne parfaitement le fait que que vous avez porté une attention aux variations des méthodes d'exposition et aux variations des variantes des différents manuscrits, ce que je crois personne n'avait vraiment, ce quoi personne ne s'était véritablement penché aujourd'hui. Une question. Peut-être plus une remarque qui va dans la continuité de ce qui vient immédiatement aux coutumiers d'avoir fixé la coutume qui, elle, était malléable, carrément. Coutumier au XIXe siècle, avec la démarche philologique qui était celle de chaque fois trouver différentes copies, qui a totalement trahi ce qui était cette période de rédaction. Une copie à l'autre est une réinterprétation, est quelque chose une création malléable. J'ai trouvé que c'était extrêmement fort comme démonstration, et en effet c'est très nouveau d'être revenu aux originaux dans ce cas-là, parce que ça nous informe véritablement sur la manière de concevoir cette mise par écrit de la coutume, qui en fait était pas si figée que cela, au contraire même. Je trouve ça vraiment passionnant. Je répète la remarque, en fait, c'est une remarque davantage qu'une question, et qu'une remarque tout à fait laudative que nous partageons tous, sur le fait que on a communément, on pense communément que la mise par écrit des coutumes est une forme pour elle de les figer, puisque par nature par son oralité à la souplesse, révèle la souplesse d'un droit en formation qui peut se renouveler, etc. Et que ce que vous démontrez, c'est que justement, ce mouvement n'aura pas été le mouvement d'une fixité de la coutume, hein, si je vous ai bien compris, puisque vous montrez les variations, les variantes, les lectures, les relectures, hein, les réinterprétations qui montrent qu'on est encore dans une phase de coutume vivante, on va dire. Hein, je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Alors, à la différence, justement, je ne l'avais pas dit, mais justement de la rédaction officielle du 15e, 16e siècle, bon, ça sont des questions extrêmement bien connues, qui là, pour le coup, coutume rédigée sous la main des commissaires royaux, homologués par le roi, sont en quelque sorte plus des lois coutumières que des coutumes. D'ailleurs, ensuite, leur texte sera sujet à une vaste littérature de commentaires, mais n'est pas modifié. Et j'aimerais juste ajouter que la plupart des coutumiers disent rien sur la question de variation, mais pauvre Beaumanoir, il sait quelque chose d'autre à cause de ses études, et il lamente, lament, Il se lamente, oui. lamente que spécialement à la fin du livre, que ses écrits sont valables juste pour ce moment-ci, parce que le droit change toujours, parce que les gens utilisent plus leur opinion que la coutume. Voilà, dans la critique est révélatrice, je pense, de l'utilité de l'opinion dans le droit coutumier qu'on voit entre les manuscrits des coutumiers, mais on voit aussi dans les cas au Parlement de Paris où on a deux parties et chaque allègue une coutume, et le Parlement doit en choisir une qui est bonne et une pour garder et l'autre pour comme déchet. Mais il y a un peu une notion de fixité, mais juste comme un rêve qui est complètement impossible et juste pour Beaumanoir.
Et juste en relation, le juriste Atzo, lui, il dit que euh, on peut écrire les coutumes, c'est quelque chose de bon, mais c'est pas quelque chose de nécessaire. Alors c'est l'écrit est jamais, je pense, même dans les milieux savants qui regardent l'écrit de la coutume n'est pas une chose de fixité. Pas encore, comme vous avez dit. Très bien, merci. Oui, je crois que ça allait dans le sens de la remarque que vous avez faite. Oui, oui, votre livre, vous voyez, au début de sa diffusion, commence déjà de susciter beaucoup d'intérêt. Et donc, nous vous remercions particulièrement, mais je vais laisser la parole à Frédéric, qui est l'origine de votre invitation, de nous avoir réservé la primeur. C'est la première intervention, je crois, en tout cas en France, de votre livre passionnant, comme nous l'avons vu, et vraiment, nous vous en remercions chaleureusement. Voilà. Merci, merci infiniment. Voilà, merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, enfin dans un français en plus. Voilà, super, très, très content. Quand j'étais plus jeune, mon français était beaucoup meilleur, mais maintenant, trop d'années aux États-Unis l'ont une très grande clarté sur des questions affecté. délicates à exposer. Oui, je vous remercie tous beaucoup pour l'invitation, pour avoir lu le livre et commenté avec cette finesse et pour toutes les questions de l'audience, pour les oreilles aussi. C'est vraiment un honneur pour parler des idées qui m'ont préoccupée pour une dizaine d'années finalement dans le monde. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère de rencontrer tout le monde d'une manière ou d'une autre un jour. Oui, Merci oui, beaucoup. Voilà, merci. nous allions dire Merci encore. l'espoir de vous rencontrer en vrai. Voilà.